Bonjour, je me présente. Mon nom est Marie-André Côté. Ma trajectoire de soins a débuté en 2006, moment où on a diagnostiqué un premier cancer du sein alors que j'avais 41 ans. À ce moment-là, j'ai reçu tous les traitements conventionnels, c'est-à-dire chirurgie, traitement de chimiothérapie, de radiothérapie et d'hormonothérapie. Par la suite, en 2008, à la suite des examens de suivi, on a diagnostiqué un deuxième cancer du sein dans l'autre sein. À ce moment-là, j'ai eu des traitements, j'ai eu une chirurgie, j'ai eu des traitements de radiothérapie et toujours l'hormonothérapie. Ces deux premiers cancers étaient des cancers hormonodépendants, mais sans récepteurs positifs. En 2015 plutôt, à la suite de la perte de la vision momentanément d'un examen d'IRM, on a découvert une lésion cérébrale pour laquelle j'ai été opérée et le diagnostic est tombé, j'avais un cancer métastatique. Par contre, les marqueurs démontraient que j'étais maintenant HER2 positive, donc il y avait eu mutation. À ce moment-là, ça voulait dire que j'avais possiblement le troisième cancer du sein, donc on a cherché un troisième cancer qu'on a trouvé et on a également découvert des métastases au niveau de la glande surrénale. Donc, depuis 2016, j'ai un traitement ciblé et j'ai également des injections de bloqueurs hormonaux. Par ailleurs, depuis 2019, je suis patiente partenaire au CHU. Bonjour, je suis Sylvie, j'ai 60 ans, je suis atteinte d'un cancer du sein métastatique depuis 2 ans. À la différence de Marie-André, j'ai eu un diagnostic d'emblée de cancer métastatique à cause de métastases au foie, aux os et aux ganglions. Étant donné l'atteinte au foie, j'ai reçu d'emblée une chimiothérapie intraveineuse pendant 1 an et demi et par la suite un traitement ciblé pendant 3 mois qui malheureusement n'a pas fait le travail et je serai prochainement dans un protocole de recherche avec beaucoup d'espoir. Depuis 1 an et demi, je suis également patiente partenaire au CHUM. Marie-André et moi sommes très heureuses de vous convoquer aujourd'hui à l'entretien avec Dr Daniel Charpentier. Bonjour, Dr Charpentier. Bonjour. Je vous remercie d'avoir accepté de répondre à nos questions sur le cancer métastatique. Comme vous le savez, Sylvie et moi vivons avec un cancer métastatique. Toutefois, nos trajectoires sont différentes. Par contre, nous avons les mêmes questionnements. Donc, je vous remercie encore une fois. Ça fait plaisir. Alors, on va débuter avec la première question. Donc, j'ai un rendez-vous avec vous et vous m'annoncez que j'ai un cancer métastatique. Comment va se dérouler ce rendez-vous et à quoi je dois m'attendre? Bien, tout d'abord, je vais m'intéresser à savoir ce que la patiente comprend et connaît de sa maladie, de sa situation, la première étape. Je dois dire que la plupart du temps, les femmes que je reçois ont déjà vécu malheureusement une expérience de cancer du sein parce que 95% du temps, les femmes ont eu un cancer du sein dans le passé et ont été exposées à des traitements, que ce soit de la chimio ou des bloqueurs hormonaux. Et je leur demande si elles ont gardé des séquelles de leur traitement, des effets secondaires, parce que parfois certains traitements peuvent occasionner des effets à long terme, ça peut influencer mon choix de traitement. L'autre point que je vais regarder aussi avec elles, c'est regarder les imageries qu'elles ont eues et voir leurs symptômes, parce que c'est important pour moi de savoir s'il y a des urgences. Donc, si la patiente est très essoufflée, très souffrante, c'est important que je me fasse une idée dès le départ, qu'est-ce que je dois corriger rapidement. Par la suite, je vais aussi voir les imageries que je dois faire avec la patiente complémentaire, si je dois refaire des biopsies. Donc, je vais un peu établir si je peux faire un plan de soins dès le départ, mais très souvent, je vais être obligée de revoir la patiente dans les semaines qui vont suivre, suite à d'autres radiographies ou des biopsies. Et puis, entre-temps, je peux déjà la référer à une infirmière pivot qui va pouvoir l'accompagner, répondre à certaines de ses questions. Mais comme j'ai dit, souvent aussi, je vais voir avec elle ses besoins au niveau psychosocial. Donc, est-ce qu'elle a de la famille? Est-ce qu'elle a un réseau? Est-ce qu'elle est en souffrance aussi psychologique à cause de cette annonce-là? Donc, je vais faire un peu une première approche à ce niveau-là. Donc, souvent, le plan de soins va devoir attendre à la prochaine visite. Je ne sais pas si ça répond un peu à votre questionnement. Oui, très bien, merci. Docteur Charpentier, quand on parle de cancer avancé, est-ce que ça correspond à un cancer métastatique qu'on dit aussi stade 4? En fait, il faut faire attention parce qu'un cancer du sein avancé,
il peut être avancé localement. Donc, ça peut être une grosse masse au niveau du sein, il peut y avoir des ganglions atteints au niveau de l'aisselle, même des fois, on dit au-dessus de la clavicule. Donc, il est localement avancé sans être métastatique à distance. Quand on parle d'un stade 4, c'est vraiment quand il y a des cellules cancéreuses du sein qui sont allées se propager au foie, aux poumons, aux os ou au cerveau. Parfait. Merci pour cet éclaircissement. Et lorsque la patiente apprend qu'elle a un cancer métastatique, on doit composer avec un nouveau vocabulaire, beaucoup d'expressions très spécialisées. Est-ce que vous pouvez nous aider à comprendre les termes qui sont utilisés comme un cancer hormonodépendant, d'autres types de cancers aussi métastatiques? Comme les HR2 positifs, triple négatifs, par exemple. Alors, c'est vrai que c'est complexe. Grossièrement, parce qu'avant, on parlait du cancer du sein comme si c'était juste une entité, mais c'est plus le cas. Hein? C'est des cancers du sein qui ont des caractéristiques particulières. C'est pour ça qu'on parle de plus en plus de traitements personnalisés. Bon. Donc, grossièrement, quand on parle d'un cancer hormonodépendant, c'est à peu près 75-80% des femmes, c'est que les cellules cancéreuses vont exprimer à leur surface des récepteurs, des protéines, qui sont des récepteurs qui sont sensibles aux oestrogènes et aux progestatifs du corps. Et ça, c'est le pathologiste. Quand il regarde le spécimen de biopsie, il va aller faire une coloration. Et selon l'intensité de la coloration, il est capable de nous dire si le cancer est fortement, exprime beaucoup de récepteurs sensibles aux oestrogènes et progestatifs ou faiblement. Et ça nous donne un indicateur de réponse au traitement futur qu'on va offrir à la patiente. Quand on parle d'un cancer HR2 positif, ça c'est à peu près 15 à 20% des femmes qui, leur cancer va exprimer ce récepteur-là. C'est aussi un récepteur à la surface des cellules cancéreuses. En fait, les cellules normales ont aussi ces récepteurs-là, puis ces gènes-là qui vont produire le récepteur. Mais la caractéristique des cellules cancéreuses, c'est qu'elles vont surexprimer. Donc, il y en a beaucoup plus à la surface des cellules cancéreuses. Et encore une fois, ça nous donne un indicateur de pronostic, mais surtout une capacité de choisir un traitement ciblé pour ces cancers-là. Et finalement, les triples négatifs, qui sont moins fréquents, qu'on voit plus chez des femmes jeunes, c'est des cancers qui n'expriment aucun de ces récepteurs-là. Donc, grossièrement, c'est un peu ça, les grandes catégories de cancers du sein. Okay. Puis juste vous dire que les cancers du sein, parfois, on va rebiopsier parce qu'il y a à peu près 15% des femmes qui peuvent changer de type de cancer dans l'évolution. OK. J'apporterai peut-être juste une petite question supplémentaire. Quand on dit qu'il n'y a aucun récepteur, est-ce que c'est ce qu'on appelle un triple négatif? Exact, oui. Okay. Merci. Oui. C'est ça. Dr. Charpentier. Mais même dans les triples négatifs, on est en train de voir qu'il y a peut-être des distinctions. Mais actuellement, c'est ce que ça veut dire. Il n'y a aucun des récepteurs que je vous ai nommés qui apparaissent. OK, merci. Si je continue, donc maintenant qu'on comprend un peu mieux tous ces termes-là, est-ce que vous pouvez nous expliquer, Dr. Charpentier, comment vous arrivez à déterminer le traitement approprié d'un cancer métastatique? Il y a aussi, j'ai peut-être oublié de vous parler de d'autres marqueurs qu'on fait moins souvent, mais qu'on fait parfois. J'ai parlé pour les triples négatifs, oui. Il va arriver parfois qu'on va faire le PDL1. Mais de plus en plus, c'est dans le cadre de projets de recherche, je vous dirais, parce qu'on s'est aperçu, on va reparler des traitements tantôt, mais que quand on parle d'immunothérapie, souvent, ça va s'adresser chez des cancers qui vont exprimer un certain récepteur qui est le PDL1. Okay. Donc ça, vous allez en entendre parler éventuellement. On le fait moins fréquemment, puis c'est souvent plus dans le cadre de projets de recherche là, qu'on va le faire. D'accord. Il y a aussi d'autres marqueurs que je n'ai pas eu la chance de parler. Je m'en excuse. Mais non. Il y a des marqueurs qui sont très récents, qui sont des mutations. Le PIK3, en fait PIK3, qui est une mutation qu'on voit chez 40% des femmes, qui sont souvent récepteurs positifs. Puis ces femmes-là vont présenter des fois des mécanismes de résistance à nos traitements hormonaux. Puis maintenant, on a des traitements ciblés qu'on peut associer avec nos bloqueurs hormonaux qui vont augmenter l'efficacité de nos traitements. Donc, c'est d'autres marqueurs qu'on est capable de faire qui sont assez récents.
OK. Puis l'autre marqueur aussi qu'on va faire, c'est on va souvent questionner nos patients sur les antécédents familiaux. Donc, pour voir s'il y aurait, on va tester les mutations pour le BCR1, BCR2, parce que on sait que à peu près 5% des femmes, il y a des antécédents familiaux, des mutations familiales. Et on sait que lorsque c'est modifié, ce gène-là, à la source, ça entraîne des défauts de réparation au niveau des cellules. Et les cellules cancéreuses de ces patientes-là, malheureusement, font qu'elles vont moins bien réparer l'ADN. Et donc, maintenant, il y a des traitements ciblés aussi pour ces femmes-là. Donc, c'est important. Puis aussi, ces femmes-là ont plus de risques de cancer de d'autres sortes, comme l'ovaire ou d'autres sites. OK, donc si je comprends bien, c'est en fonction de tous ces marqueurs-là, des résultats que vous allez obtenir, vous allez pouvoir déterminer le traitement qui sera approprié à ce moment-là. Ouais. Je vous remercie. Comment déterminez-vous les traitements appropriés pour le cancer métastatique? Bon, alors je vais faire un peu un retour sur ce que j'ai expliqué depuis le début. C'est sûr qu'on va s'intéresser, comme j'ai dit, les traitements reçus antérieurement, parce que des médicaments, entre autres, qu'on donne qui ont des doses cumulatives qui peuvent entraîner des toxicités cardiaques. Donc, ces médicaments-là, souvent, je ne peux pas les reprendre. Je vais regarder si ma patiente a des séquelles, comme j'ai dit, de traitements antérieurs, donc des neuropathies, des douleurs résiduelles. Ça va modifier peut-être mon choix. Je vais regarder aussi les autres problèmes de santé, comme j'ai dit, est-ce qu'elle a des problèmes cardiaques, neurologiques ou autres, ça va influencer. Je regarde si elle est ménopausée ou non. Ah oui. Ça aussi, c'est important. Je vais aussi voir un peu ses attentes. Et puis, à ce moment-là, c'est là que je vais regarder aussi les marqueurs. Comme je vous ai dit, les traitements sont personnalisés en fonction de l'étendue de la maladie, oui, mais surtout des récepteurs hormonaux, s'ils sont présents, si elle est HER2 ou triple négatif. Je peux vous donner un peu un exemple pour vous illustrer. Advenant que la patiente est hormonodépendante, maintenant, à moins qu'elle soit ce qu'on dit en crise viscérale parce que son foie est extrêmement malade ou qu'elle ait des difficultés respiratoires importantes, on va aller vraiment vers des bloqueurs hormonaux. Un, parce que c'est oral, beaucoup mieux toléré, moins d'effets secondaires, et qu'on combine maintenant des traitements, on appelle ça des anti-CDK4/6, là, il y en a 3 sortes. Ces médicaments-là agissent vraiment sur des mécanismes de résistance des bloqueurs hormonaux et vont doubler la réponse en termes de taux de réponse et la durée. Donc ça, c'est notre premier choix pour les patientes hormonodépendantes. Puis lorsqu'elles progressent, on peut modifier notre hormonothérapie puis notre traitement ciblé en 2e et 3e ligne. Quand on a épuisé nos bloqueurs hormonaux, bien là, on va aller vers de la chimiothérapie. Pour les patientes HER2 positifs, on va plutôt favoriser l'anticorps, le traitement ciblé pour le récepteur du HER2, qu'on va combiner avec une chimiothérapie. Donc souvent, en première ligne, on va donner 2 anticorps qui vont être jumelés à la chimiothérapie. Puis si la patiente progresse, on va encore une fois modifier soit pour une différente chimio, puis souvent, il y a des anticorps maintenant jumelés à des chimiothérapies qu'on peut donner aux patientes HER2 positifs. Et troisièmement, pour les triples négatifs, bien, on va plus aller vers des traitements de chimiothérapie. Puis parfois, on va pouvoir offrir une immunothérapie avec la chimio, mais c'est vraiment souvent maintenant plus dans des cadres de protocole où si les patientes ont des assurances privées parce que les données sont moins probantes là, pour l'immunothérapie. Donc, c'est comme ça qu'on va établir notre plan de soins. Merci. Docteur Charpentier, selon l'endroit où sont situées là où les métastases, il y a des traitements qui sont disponibles. Pouvez-vous nous donner quelques exemples? Oui, en dehors des traitements systémiques, entre autres, si on a des métastases osseuses, il est possible, pour cibler l'endroit qui est le plus douloureux, d'offrir aux patientes une radiothérapie ciblée. C'est principalement le traitement le plus souvent offert aux patientes. S'il y a des risques de compression, de fracture, à ce moment-là, on les fait voir aussi par un orthopédiste ou radiologiste, parce qu'on peut offrir parfois de la vertébroplastie, qu'on appelle, ou de la cimentoplastie. Donc, c'est des techniques qu'on peut offrir pour soulager les symptômes. Pour les métastases au niveau pulmonaire, en général, encore une fois, c'est souvent des traitements systémiques qu'on va offrir, intraveineux ou oral, mais
parfois, dans certaines situations, il peut y avoir une résection qui va être offerte ou une radiothérapie ciblée. Pour les métastases au foie, c'est en général des traitements systémiques. C'est très rare qu'on va offrir un traitement ciblé comme la cryoablation où le radiologiste peut mettre une sonde et même geler la lésion. Et puis, finalement, au niveau des métastases cérébrales, il y a différents traitements. Le plus souvent, ça peut être la radiothérapie ciblée qui va être offerte aux patientes, parfois la chirurgie. Donc, c'est les traitements les plus fréquemment offerts. OK. Alors, si on a des métastases à plusieurs endroits, on peut intervenir à ces différents endroits-là? En général, on va y aller plutôt avec des traitements systémiques. C'est sûr qu'au niveau du cerveau, malheureusement, les traitements systémiques ne se rendent pas toujours, donc on va souvent préférer des techniques comme la radiothérapie ou les interventions chirurgicales quand c'est indiqué. Quelques études mentionnent, Dr. Charpentier, la possibilité et peut-être la pertinence de procéder à une chirurgie pour retirer la tumeur primaire du sein. Qu'en est-il des bienfaits ou en fait, qu'en est-il dans les faits réellement? Et pourquoi la chirurgie est-elle rarement envisagée lorsqu'on a un cancer du sein métastatique? En fait, vous avez raison, il y a peu d'études qui ont regardé cet aspect-là. Il y en a eu, cependant. Et ces rares études-là tendent à démontrer, malheureusement, qu'il n'y a pas d'impact sur la survie des patientes parce que, comme j'ai dit, un cancer du sein métastatique, c'est une maladie systémique qui doit se traiter avec des traitements systémiques. Mais de plus en plus, on réalise maintenant, avec nos traitements qui sont très efficaces, qu'il y a certaines patientes qui pourraient bénéficier de mastectomie ou de chirurgie. Donc, c'est souvent du cas par cas, puis qu'on va discuter dans ce qu'on appelle dans nos comités des thérapies des tumeurs où siègent plusieurs spécialistes, et on va discuter de ces cas-là pour voir s'il y a une pertinence à les poser ce geste-là. Il faut que ça ait un impact sur la qualité de vie et sur la survie aussi. D'accord. Mis à part les traitements conventionnels, Dr. Charpentier, est-ce qu'il y a des approches complémentaires qui peuvent être utilisées? Est-ce qu'il y a des contre-indications à ça? Dans les faits, de plus en plus maintenant, les groupes d'experts américaines, européennes nous donnent de plus en plus de données pertinentes à ce sujet-là. Entre autres, pour l'exercice physique, il y a de plus en plus de chercheurs qui tendent à démontrer qu'il y a un impact positif à faire de l'exercice. C'est pas facile de démontrer un impact sur le taux de rechute ou la survie, mais surtout sur la qualité de vie, la tolérance au traitement, mais de plus en plus, il y a des données probantes qui démontrent la plus-value. Puis au CHUM, on a des groupes maintenant bénévoles avec Virage, des kinésiologues qui vont offrir des programmes, même accessibles en ligne, pour nos patientes. Et puis, moi, j'encourage fortement mes patientes à participer. Il y a aussi des techniques comme l'acupuncture qui peuvent aider pour les problèmes, entre autres, de douleur, bouffées de chaleur. Donc, oui, il peut y avoir un impact. Il y a aussi beaucoup de recherches qui se fait sur les techniques de méditation. Oui, moi, j'encourage beaucoup ces différentes approches. Et pour chaque patiente, il y a des techniques qui vont lui convenir, le yoga. Il y a plein d'aspects qui peuvent être bénéfiques pour elle. Et que pensez-vous des massages? On entend parfois que c'est recommandé, parfois non. J'ai pas vu de données honnêtement probantes qui disent qu'il y a une contre-indication à faire des massages. Entre autres, pour nos patientes qui ont des lymphédèmes suite à une chirurgie, on les réfère souvent à nos physiothérapeutes qui vont leur offrir des massages. C'est sûr que des massages autres, on va s'assurer avec nos patientes qu'il n'y a pas de contre-indication. Si elle a trop de douleur ou des risques de fracture, on va quand même limiter. Mais en général, les massothérapeutes sont au courant puis ils vont leur demander qu'il y ait un accord de leur médecin traitant pour... Parfait, merci. Que dites-vous, Dr. Charpentier, quand une patiente demande son pronostic? Et j'ajouterais, Dr. Charpentier, quand la patiente ne veut pas le savoir, ça ne doit pas être facile. Non, c'est pas facile. Et puis, comme vous dites, chaque patiente a son degré d'anxiété, son bagage personnel, et puis ça prend un certain temps pour savoir ce que notre patiente est prête à... Parce qu'il y a un cheminement qui se fait là-dedans. Donc, il y a des patientes qui ont lu beaucoup,
et qui sont déjà au courant, parce que ces données-là, on les a sur plusieurs sites maintenant avec l'Internet, c'est pas caché. Donc, moi, je chemine avec elle. Je vois un peu où est-ce qu'elle est rendue dans son cheminement. Est-ce qu'elle est en première ligne ou elle est en 5e ligne de traitement? Là, avec la discussion va être différente. Puis il y a des enjeux aussi, parce que c'est important parfois qu'elles le sachent, parce qu'ils ont des décisions à prendre au niveau du travail familial, avec leurs enfants. Donc, c'est vraiment des décisions qui vont se prendre avec elles pour savoir exactement où elle en est rendue dans son parcours de soins. Et puis, honnêtement, ce n'est pas une recette qui s'applique à tous. C'est vraiment selon le cheminement de chacune. Merci. Maintenant qu'on comprend mieux les différents plans de soins et les traitements qui peuvent être donnés, qu'est-ce qu'on peut espérer dans les 5 prochaines années, 10 prochaines années comme traitement palliatif ou peut-être même curatif dans le cancer du sein métastatique? Je peux vous dire que dans les 5 dernières années, là, c'est extraordinaire, les développements qui ont eu lieu en cancer du sein. Je parlais de traitements personnalisés, bien c'est ça. Avec l'avenue de la médecine moléculaire, on est en train d'avoir des traitements de plus en plus ciblés selon les marqueurs que je vous ai décrits, les mutations, et ça va vraiment changer la donne. Je regarde dans les cancers hormonodépendants, on voit que le taux de survie maintenant à 8 ans est vraiment exceptionnel, avec des chiffres qu'on n'avait pas vus auparavant. Les patientes avec les hacheurs de nœuds aussi, il y a des nouveaux traitements. Même les femmes qui ont des métastases cérébrales, où avant on avait des pronostics vraiment terribles, on est en train de voir le tableau changer. Donc, il y a énormément d'espoir parce que la recherche, et j'encourage fortement mes patientes à participer à des protocoles quand c'est possible, parce que c'est ça qui va changer l'avenir. Oui, merci. À mon tour de vous poser une question, à vous deux. De quelle façon une patiente peut devenir une bonne partenaire de soins? C'est une excellente question, Dr. Charpentier. Je vous dirais, celui-là, tu pourras compléter, là, je vous dirais que la première chose, c'est certainement d'exprimer ses besoins clairement et ses craintes. C'est de aussi bien préparer ses rencontres avec le médecin, parce qu'on sait que des fois, ça va un petit peu vite. Donc, quand on arrive bien préparé et qu'on a une liste de questions, on est certaine de ne pas avoir rien oublié. Je vous dirais aussi qu'il ne faut pas avoir peur de déranger son médecin ou son infirmière pivot, parce que c'est un syndrome assez fréquent chez les patientes qui n'osent pas trop déranger le personnel qui est fort occupé. Il faut aussi s'assurer d'avoir tous ces rendez-vous pour tous les examens d'imagerie qui ont été demandés. Il faudrait aussi pas oublier qu'on n'est pas seul dans cette trajectoire-là. On est accompagné par une équipe extraordinaire. Vos équipes sont fantastiques. C'est multidisciplinaire. On peut avoir l'aide d'une psychologue, outre les médecins infirmières, mais des psychologues, sexologues, une patiente accompagnatrice, travailleuse sociale au besoin. Pardon. Et donc, tout ça fait en sorte que ça atténue un peu toute cette trajectoire-là. Et je vous dirais aussi qu'il faut être proactif comme patient. Il ne faut pas juste attendre qu'on nous dise quoi faire, comment faire, mais participer activement à toutes les décisions qui vont être prises concernant nos traitements. Sylvie? Je pense que tu as tout répondu, Marie-André. Pour nous, c'est vraiment de faire équipe avec l'équipe de soins. C'est ce qu'on souhaite le plus. Et je pense que dans ce temps-là, c'est un bon retour à la fois pour les professionnels qui nous aident dans ce bouleversement-là de notre vie, mais comment on peut être proactif également là-dedans. J'ai le goût de vous poser la question, Dr. Charpentier, à titre d'hémato-oncologue en cancer métastatique, qu'est-ce qui vous anime le plus dans votre pratique de tous les jours auprès de patientes comme Marie-André et moi? Écoute, ça fait 30 ans maintenant que je fais ce métier-là et je trouve ça toujours aussi motivant, aussi valorisant. C'est le partenariat avec les patientes. Et je trouve que de plus en plus, les femmes lisent, sont informées et sont vraiment des partenaires de soins avec nous. Et ça, on ne connaissait pas au début de la pratique. Et moi, je trouve que c'est ce qui est vraiment stimulant en tant que médecin, en tant que spécialiste.
parce qu'on n'est pas juste là pour donner de l'information puis notre bagage, c'est vraiment un échange. Et puis, c'est ce que je trouve de stimulant. C'est sûr que la recherche, l'avenue des nouveaux traitements, ça nous challenge, en bon français, au quotidien, et c'est stimulant intellectuellement, mais c'est au-delà de ça, c'est vraiment des discussions et des échanges et c'est pas des décisions unilatérales. Puis moi, c'est ce que j'aime, c'est vraiment d'être capable de faire les meilleurs choix en fonction des patientes que j'ai en avant de moi, puis il n'y a pas une patiente qui est pareille. Et c'est ça que je trouve intéressant. Merci, Dr Charpentier. On arrive à la fin de notre entretien, puis merci pour vos explications très claires. Merci pour votre engagement auprès des patientes métastatiques. C'est rassurant et certainement que cet entretien-là sera utile aux patientes comme nous qui avons une vie bouleversée lorsqu'on apprend ça, mais qu'en ayant plus d'informations, on va devenir justement des meilleurs partenaires de nos soins. Alors, encore une fois, merci. Et merci à vous deux aussi. Merci, Dr Charpentier. En terminant, j'aimerais mentionner qu'il y a maintenant 4 présentations disponibles sur le cancer métastatique, entre autres. Donc, une première présentation qui est faite par Dr Mansour sur le cancer du sein et ses fondements. Par la suite, en fonction de votre diagnostic et du type de cancer que vous avez, vous pouvez visionner soit la présentation de Dr Charpentier sur le volet HER2 positif, également la présentation du Dr Ayoun sur le volet hormonodépendant et finalement la présentation de Dr Mansour sur le volet triple négatif. En terminant, j'aimerais remercier toute l'équipe qui a permis de réaliser cette capsule qui sera effectivement très utile à toutes les patientes atteintes de cancer métastatique. Et j'aimerais dire un merci particulier et très spécial à une patiente partenaire du CHUM, patiente partenaire depuis de nombreuses années, une patiente, comme le décrit sa région, non pas sa région, mais sa ville, charmante, chaleureuse et extrêmement bienveillante envers les femmes atteintes du cancer du sein. Donc, merci Carmen Lampron.